Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de retrouver Laurent Petit-Mangin pour son dernier roman Ainsi Berlin qui est sorti le 7 octobre dernier à la Manufacture de Livres, qu'on a l'habitude de recevoir régulièrement, avec notamment Pierre Fourniot. Euh, avant de commencer à parler d'Ainsi Berlin, j'aimerais qu'on revienne rapidement sur le succès qu'a eu votre premier roman, Notre part de nuit, qui a eu un immense succès, couronné de plus de 20 prix. J'aimerais connaître déjà votre sentiment, votre ressenti par rapport à ce premier roman. Quelle surprise, j'imagine, ça a dû être aussi pour vous d'avoir un immense succès. Comment vous avez vécu ce moment-là? Je, quand, quand Ce qu'il faut de nuit est sorti, bon, on avait quand même déjà quelques signes encourageants, qui étaient certains libraires bon, qui l'avaient lu un peu en avance de phase. Et bon, donc on était, disons, rassurés sur le fait que le livre, en tout cas, il y aurait quelques libraires en France qui le défendraient. Bon, c'était déjà pas mal. Et puis on avait aussi déjà vendu le livre à l'étranger, dans pas mal de pays, et ainsi que pour les droits audiovisuels. Donc bon, tout ça donnait quand même disons, ça voulait rien dire, mais en même temps, c'était quand même des indices qui étaient plutôt sympas pour ce qu'il faut de nuit. Et après, honnêtement, moi, j'ai vécu tout ça comme à chaque fois une réassurance, parce que si vous voulez, quand j'ai eu le premier prix, c'était le prix Stanislas. Et honnêtement, bon, je me suis dit, mais est-ce que je le mérite? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que à un moment, vous êtes quand même pris d'un grand doute, d'un certain vertige en vous disant, bon, par exemple, il y avait Victor Yamas qui avait eu le prix l'année précédente, bon, qui avait eu un succès énorme, qui avait eu après le Renaudot des lycéens. Et je me suis franchement demandé, je me suis dit, mais bon, j'espère quand même que je ne vais pas les décevoir, les jurés du prix Stanislas, bon, en faisant quelque chose d'assez bon. Où le livre derrière va rien, va avoir aucune notoriété, tout ça. Donc, si vous voulez, le fait qu'il y ait eu après des prix m'a rassuré là-dedans. Et plus bon, il y a eu de prix, plus finalement ça m'a rassuré en me disant bon, bah, finalement ça va, je démérite pas quoi. Les gens qui ont fait confiance au bouquin, bon, ça va, peuvent être rassurés là-dessus. Ils n'ont pas fait un si mauvais choix que ça. Donc j'ai vécu cette année un peu comme ça, en me confortant, en me rassurant, en me disant, bon, ben, OK, il y a effectivement un certain nombre de personnes qui apprécient le texte. Bon, je pense qu'ils l'ont apprécié. Pourquoi? Parce que bon, c'est un texte relativement général qui parle à beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'on soit plutôt du côté parent ou du côté plutôt ado, bon, ben, c'est un texte qui parle. Vous parliez justement à l'instant de doute. Le doute, c'est une caractéristique qui vous colle à la peau, notamment dans vos personnages. C'est un sentiment que vous aimez bien traiter. Et on a l'impression que justement, ces personnages-là, c'est en grande partie euh, aussi vos capacités de doute, vos capacités d'exploration de l'âme humaine. Oui, je crois qu'en fait, il y a honnêtement les deux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un immense doute et en même temps, bon, sur certains aspects ou à certains moments, à l'inverse, des moments où euh, il y a une forte volonté de s'affirmer, où il y a un côté assez compétitif, tout ça. Je parle là pour moi. Donc, je suis partagé effectivement entre ces deux aspects complets du spectre, c'est-à-dire doute le plus complet jusqu'à des moments où effectivement mes enfants vont me dire, bon, attends, calme-toi, là, tu prends la grosse tête ou j'en sais rien. Enfin, vous voyez, donc j'ai vraiment je suis capable des deux. Donc, bon, effectivement, peut-être que dans les livres, ça se ressent aussi, c'est-à-dire qu'on a des personnages bon, masculins, pour le coup, sur les deux bouquins, où effectivement, on a des hommes qui ont fait beaucoup de choses, ont été quand même très actifs, que ce soit dans les deux cas. Hein. On a un technicien qui a été militant, qui s'est quand même beaucoup engagé, qui a, je pense, beaucoup œuvré pour le développement et de son syndicat et de son parti. Ça, c'est le premier cas. Et puis, dans le deuxième cas, bon, on a un résistant quand même au nazisme au cœur même de Berlin. C'est quand même pas rien.
Et effectivement, ces gens-là, bon, entre guillemets, malgré ça, bon, peuvent effectivement être pris beaucoup par le doute. Et ça m'intéresse, parce que, bon, effectivement, il y a un contraste qui s'installe au sein même d'une personne. Alors, il est difficile de comparer les deux romans. J'ai cru comprendre que les deux romans avaient été envoyés en même temps à Pierre Fourniot. Donc ça, c'est plutôt assez inédit. Euh, comment le choix s'est-il porté? Alors, Pierre n'est pas encore là, mais le choix s'est-il porté sur le premier ou le second à lancer pour un premier roman? Notre part de nuit était beaucoup plus personnel ou en tout cas contemporain dans son histoire. Un premier roman, c'est souvent ça, c'est souvent quelque chose, un roman qui parle de soi en grande partie, où il y a cette ambivalence en tout cas. Euh, Justement, est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire-là de ces deux romans qui arrivent en même temps? Comment vous les avez écrits? Comment vous les avez portés? Est-ce que cela fait longtemps qu'ils sont en vous? Racontez-nous cette histoire-là. Bon, si je suis tout à fait exact, Ainsi Berlin est mon troisième livre écrit et Ce qu'il faut de nuit est le quatrième. Donc ça veut dire qu'il y en a deux avant qui n'ont pas été publiés. J'ai terminé Ce qu'il faut de nuit. Bon, assez rapidement, c'est un roman qui ne m'a pas pris beaucoup de temps à écrire. Bon, je ne devrais pas dire ça, mais en l'occurrence, c'est vraiment la vérité. Il m'a pris que quelques semaines pour son écriture. Et Ainsi Berlin, bon, c'est un projet que je ne cessais de corriger, de modifier, parce que bon, c'est un livre sur lequel j'avais plaisir à revenir à chaque fois. Mais en même temps, à chaque fois que j'y revenais, bon, je me disais, tiens, je vais peut-être faire évoluer ceci ou cela. Et quand j'ai terminé Ce qu'il faut de nuit, je me suis dit, bon, c'est l'occasion d'envoyer les deux, de figer un petit peu Ainsi Berlin et de les envoyer tous les deux. Et j'ai envoyé ça avec vraiment une seule ligne de commentaires pour chacun des deux à Pierre. Alors pourquoi Pierre? Parce que pour les deux premiers bouquins, bon, là où ça avait marché le mieux, même si ça n'avait pas été publié, c'était des maisons où les éditeurs ou éditrices étaient en direct pour lire les manuscrits. Et donc j'avais quand même le sentiment que je maximisais un peu mes chances si j'envoyais à des éditeurs ou éditrices qui lisent en direct les livres. D'où le choix de Pierre, parce que bon, j'avais vu des interviews de lui sur Libé où effectivement comment dire, il revendiquait le fait de pouvoir lire les livres lui-même et de ne pas confier le soin de la première lecture à un comité de lecture. Donc ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire vraiment, et c'est là où bon, on retrouve là pour le coup un autre thème qui m'est assez cher, c'est un peu le hasard, le fait que parfois un geste que vous faites, vous avez failli ne pas le faire. Et en l'occurrence, j'ai failli ne pas les envoyer. Vraiment, la scène, elle est la suivante. Je suis à Amsterdam, je travaille donc dans les bureaux d'Air France KLM à Amsterdam. Je vais prendre mon vélo pour rentrer chez moi. Bon, et je me dis, ah, quand même, tiens, j'enverrai bien les bouquins, c'est-à-dire je me refais une petite passe en me disant, bon, allez, à qui tu as envie de les envoyer, tout ça. Et donc, Pierre est là, en tête de liste. Et je lui envoie, et je fais un mail d'ailleurs, mais complètement horrible pour quelqu'un qui bosse en marketing comme moi, c'est-à-dire que quasiment, je lui explique pourquoi il ne devrait pas les prendre. Je lui explique par A plus B que ni l'un ni l'autre, d'ailleurs, ne correspond vraiment à sa ligne, et d'ailleurs pour des raisons radicalement différentes, etc. Mais j'ai quand même la bonne intuition, je ne sais pas pourquoi, de lui mettre une toute petite ligne, mais vraiment une toute petite, en lui disant, bon, ben voilà, Ainsi Berlin, ça se passe en RDA, etc. Et puis, bon, ce qu'il faut de nuit, je ne sais plus ce que je lui avais mis.
Et vous voyez à quoi ça tient, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, c'est ces 3 petites lettres RDA qui ont retenu son attention. C'est-à-dire que je pense que ce jour-là, ce soir-là, parce que je lui ai envoyé un mercredi soir, il avait envie de lire un truc sur la RDA. Donc, il s'est mis à lire Ainsi Berlin. Et donc, il m'a rappelé le vendredi matin en me disant, bon, écoutez, je l'ai lu hier, ça m'a beaucoup plu, je vais le publier. Et puis, donc, il a lu Ainsi de nuit, Ce qu'il faut de nuit, juste après, dans la journée. Et puis, bon, il m'a renvoyé un texto. J'étais dans le vol Air France qui rentrait d'Amsterdam, en me disant, bon, bah, écoutez, j'ai lu aussi Ce qu'il faut de nuit, ça m'a plu, j'ai été très ému, on va en discuter. Et ce qui s'est passé, c'est que la semaine d'après, quand on s'est vu, bon, Ce qu'il faut de nuit était prêt, quoi. D'un point de vue éditorial, il y avait vraiment très, très peu de choses à changer. Alors qu'Ainsi Berlin, bon, j'avais encore envie, même si je m'étais dit, tiens, il faut que tu le figes un moment, j'avais quand même encore envie de retravailler un peu dessus. Donc, c'est ça qui a justifié aussi bon, l'inversion, je dirais, de publication. Le fait qu'il y en ait un qui soit prêt alors que l'autre ne l'était pas encore complètement. Alors, je rebondis puisque j'ai une oreille très attentive. Vous avez dit que Ainsi Berlin était le troisième roman Ouais. que vous avez écrit. Alors, qu'en est-il de ce premier ou de ce second euh, Bah, et, si vous voulez, bon, ils doivent avoir de grosses failles. Pourtant, ce sont 2 livres que j'aime bien, hein, mais ils doivent avoir au sein d'eux-mêmes des grosses failles qui font qu'ils n'ont jamais été publiés. Pour autant, je ne les ai pas complètement abandonnés. C'est-à-dire que je me dis qu'un jour, quand j'aurai le temps, quand j'aurai, voilà, bon, je pense que je les relirai. J'aurai envie certainement de les réécrire, d'essayer de voir où sont les failles, qu'est-ce qui a conduit au fait que les livres ne soient pas acceptés. Et puis, bon, voilà, donc et ce sont 2 livres qui n'ont strictement rien à voir en plus, hein. Enfin, je veux dire, il y en a un qui parle d'une expédition sur le K2, la montagne qui tue les femmes, qui avait en tout cas cette réputation quand je l'ai écrit, et l'autre qui dit que John Lennon n'est pas mort. Donc bon, vous voyez que bon, ça n'a quand même strictement rien à voir avec Ce qu'il faut de nuit et Ainsi Berlin. Mais bon, ce sont 2 histoires que j'ai eu grand plaisir à écrire. Et encore une fois, bon, je dis pas que je ne reviendrai pas un jour, mais pas maintenant parce que c'est pas du tout le sujet. Et puis parce que je pense qu'il faudra que je les réécrive totalement, c'est-à-dire que je pense que j'écrivais peut-être pas exactement de la même façon il y a 10 ans quand j'ai commencé ces textes et maintenant. vous disiez à l'instant que, en effet, les textes n'avaient rien à voir entre eux. C'est un petit peu votre marque de fabrique, puisque les deux publiés n'ont aussi rien à voir entre eux, ou en tout cas par certains aspects plus humains, ou en tout cas au niveau des caractéristiques des personnages. Comment vous arrivez à créer un livre de toute pièce? Là, pour le coup, avec vos 4 livres qui sont écrits, les 4 livres n'ont aucune similarité. Quel est le point de départ pour créer quelque chose? Est-ce que vous avez besoin d'avoir une histoire, un mouvement, des personnages qui se créent? Quel est le point de départ? Le point de départ, c'est un. Bon, j'ai coutume de dire, mais je pense que c'est finalement la meilleure image. Alors, bon, elle ne parlera qu'à ceux qui jouent aux cartes et ceux qui jouent au tarot. C'est quand vous jouez au tarot, bon, vous devez prendre ou pas prendre. Bon, quand vous prenez en fonction d'un certain nombre de cartes maîtresses que vous avez en main. Donc, en principe, pour prendre, bah, c'est mieux de prendre quand vous avez ce qu'on appelle des bouts ou quand vous avez des atouts ou quand vous avez ce qu'on appelle des figures, c'est-à-dire des rois, des reines, etc. Bon. Et pour un roman, finalement, la maturation d'un texte, chez moi, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire, bon, je pars un peu à l'aventure, c'est-à-dire que je vais me laisser quand même guider, c'est-à-dire sans avoir d'histoire bien arrêtée. Je n'ai jamais de fin à mes histoires, c'est-à-dire que je ne connais jamais la fin de mes textes. Mais en revanche, je vais essayer de partir avec des bouts ou des atouts. Et souvent, ce sont souvent les mêmes. C'est-à-dire, c'est une première scène. Il faut que j'ai une première scène. Et c'est souvent d'ailleurs la première scène qui va me motiver à m'y mettre en me disant, bon, ça fait trop longtemps que tu l'as en tête. Il faut maintenant que tu l'écrives. Donc, ça va être ça. Et puis, souvent, j'ai un set de personnages. Je ne les ai pas forcément tous, mais au moins, j'en ai.
Et là, par exemple, pour Ce qu'il faut de nuit, j'avais évidemment le père et Fuss. Je n'avais pas le petit frère. Le petit frère est venu un tout petit peu après. Et de la même façon, pour Ainsi Berlin, j'avais Gert et Käthe, mais je n'avais pas Lise. Lise n'est venue que finalement un tout petit peu après. Alors, bon, en principe, assez rapidement, une fois que j'ai décidé de me lancer sur l'écriture du bouquin. Bon, évidemment que les personnages viennent très rapidement, enfin l'ensemble des personnages vient assez rapidement, mais bon, je peux commencer un livre en n'ayant même pas l'intégralité de mes personnages, quoi. Et ça a été le cas, là, en l'occurrence, pour les 2 livres dont on parle ce soir. Et donc, et souvent, donc, c'est vraiment cette première scène qui va. Il faut vraiment que ça soit une scène que j'ai envie d'écrire parce que soit elle m'amuse énormément. Bon, par exemple, dans mon deuxième bouquin, donc vous le verrez peut-être un jour, mais la première scène, c'est Lennon qui se balade dans New York et qui ne comprend rien à ce qui se passe parce que bon, les gens, alors que d'habitude, il se fait harceler évidemment à chaque fois qu'il sort du Dakota Building. Je veux dire, c'est quand même une telle vedette que bon, tout le monde est sur lui. Là, il se balade dans New York et les gens ne le voient pas, quoi. Enfin, je veux dire, continuent à vaquer à leurs petites occupations. Bon, et donc, il ne se rend pas compte qu'il est mort, quoi. Donc ça, c'est une scène que j'avais envie d'écrire depuis très longtemps. Bon, et c'est cette scène-là qui m'a donné envie d'écrire le reste du bouquin. Et pour Ce qu'il faut de nuit, très franchement, bon, je pars avec quoi? Je pars avec donc, la première scène, la scène du foot où le père regarde son fils jouer. Je pars avec l'idée ça va parler de déception, la déception d'un père vis-à-vis d'un de ses enfants. Et je pars avec ces 2 personnages. Voilà à peu près comment un jour, je me dis, tiens, t'en as assez pour commencer l'écriture. Et souvent, objectivement, je fais un arrêt sur image un peu à la 30e page. C'est-à-dire souvent, là, pour le coup, je fais lire à mon épouse. Je lui demande bon, si ça l'intéresse. En l'occurrence, si les 30 premières pages que j'ai écrites, bon, l'intéresse ou pas, quoi. Si elle a envie d'en savoir plus. Bon, moi-même, j'y réfléchis aussi, hein, évidemment. Avant de lui passer, bon, je me dis, bon, est-ce que j'ai suffisamment, après encore, de souffle pour aller plus loin? Mais bon, ça, c'est un très bon test. Si elle me dit, ah oui, oui, ça m'intéresse, bon, j'ai envie d'en savoir plus, bon, ben, je continue. Et le fait est qu'elle m'a déjà arrêté pas mal d'histoires, c'est-à-dire où elle m'a dit, non, bon, ouais, ok, tu t'es un peu fait plaisir, etc. Donc, bon, bah, dans ce cas-là, je n'ai aucun remords. Enfin, je veux dire, je laisse dans l'ordinateur le texte. Bon, je me dis que si je suis inspiré un jour, je changerai peut-être et je y reviendrai peut-être. Ça pourra peut-être me servir un tout petit peu de base différente pour démarrer autre chose. Mais bon, voilà, quoi, j'en fais pas une maladie. Parce que, bon, encore une fois, j'ai eu plaisir à écrire ces 30 premières pages. Bon, après, elle ne marche pas. Et voilà, quoi. Enfin, j'en fais pas un drame non plus, quoi. Donc votre femme est le seul juge et seul juge pour, au départ en tout cas de l'action, pour décréter qu'un roman est bon ou pas. Ouais, C'est ouais, terrible. ouais. Non, mais parce que bon, bah, parce elle est très, enfin, c'est-à-dire que elle est sans concession. C'est-à-dire que bon, je veux dire, elle va pas me faire plaisir. Enfin, elle va pas vouloir me faire plaisir. Si vraiment, bon, elle estime que le. Après, bon, c'est jamais lapidaire non plus. Enfin, c'est-à-dire que bon, ben, c'est en tout cas, je vois bien quand même si, oui, si ça a accroché ou pas. Et bon, encore une fois, pour l'instant, c'est un bon baromètre. C'est même un très bon baromètre, donc je continue à l'utiliser comme tel. Alors, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet avec un Berlin. J'aimerais que vous nous décriviez ces 3 personnages que sont Gerd, Lise et Käthe, qui sont plutôt ambivalents parce que on aime les détester et en même temps on aime les aimer. J'ai l'impression qu'ils sont tout aussi ambivalents euh, que votre parcours d'écrivain, en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette histoire-là à travers ces 3 personnages-là et notamment leurs caractéristiques principales? Oui, on peut peut-être partir justement effectivement du duo, du binôme entre Gerd et Käthe. Bon, les 2 se sont connus durant la guerre à Berlin, alors qu'ils résistaient au sein d'organisations, on va dire, très proches du Parti communiste.
contre les nazis. Donc assez naturellement, bon, même s'ils se sont perdus de vue pendant la guerre, parce que bon, ça devenait un peu dangereux pour eux, donc ils sont un petit peu, ils ont pris des distances de ces groupes-là, mais on les retrouve assez naturellement donc à la fin de la guerre, impliqués dans la reconstruction de cette Allemagne et de cette Allemagne de l'Est notamment, donc la partie qui est sous responsabilité, bon, pour ne pas dire domination, soviétique. Et bon, ce sont des personnes bon, qui très rapidement donc, ont des responsabilités au sein du parti. Sont les jeunes du parti, mais ils ont des responsabilités au sein du parti. Et bon, on va les suivre comme ça pendant quelques années, où on va comprendre assez rapidement que leur amour, bon, parce qu'il s'agit bien quand même d'amour, il est quand même très particulier, comme vous l'avez dit, Anthony. Bon, c'est pas un amour très limpide, très cristallin. Bon, c'est un amour, que ce soit lui vers elle ou elle vers lui, bon, qui est quand même très particulier. Il faut bien le dire. Mais c'est pas grave. Ils sont quand même ensemble. Sont deux compagnons qui restent ensemble, qui vivent chacun un peu chez eux, mais qui ont une vie commune en tout cas. Et qui surtout sont animés par le désir de reconstruire leur pays, d'éviter que le pays ne retombe dans ce qui a été quand même la guerre, donc éviter que le pays ne reproduise les erreurs qui vont mener à une troisième guerre mondiale. Bon, en tout cas, c'est leur sentiment tel qu'ils l'ont à ce moment-là, à cette période de leur vie. Et puis, Käthe a ce petit quelque chose de plus, c'est que elle voit très bien que finalement, cette Allemagne de l'Est, bon, elle est évidemment sous influence soviétique, donc c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de scientifiques qui sont aspirés par l'Union soviétique. Bon. Et puis évidemment, il y en a beaucoup aussi, parce que le mur n'est pas encore construit, qui partent à l'ouest, qui vont dans les laboratoires américains, notamment bon, de la côte ouest des États-Unis. Et donc, elle comprend assez rapidement, enfin, c'est quelqu'un qui attache un énorme crédit aux élites, et aux élites, je dirais, scientifiques, en se disant, bon, si notre pays veut s'en sortir, il faut forcément qu'on arrive à consolider cette élite-là, parce que c'est quand même grâce à eux qu'on arrivera à construire nos programmes industriels, nos programmes spatiaux, etc. Bon. Et donc, elle va avoir pour projet de rassembler cette communauté intellectuelle. Et encore une fois, quand elle dit intellectuelle, elle la voit surtout dans l'aspect scientifique des choses, mathématicien, physicien. Elle va vouloir rassembler cette communauté. À un moment, se dire, mais pourquoi pas d'ailleurs faire que cette communauté se procrée en fait, et donc atteindre des gamins qui auront des QI monstrueux grâce à leurs deux parents. Et puis bon, évidemment, quand elle voit que en faisant ça, elle risque pas quand même, ça risque de prendre beaucoup de temps, et puis bon, ça risque d'être quand même assez limité comme portée. Bon, elle a un programme de recrutement des meilleurs enfants, enfin des enfants au plus haut potentiel. Qu'elle va regrouper dans une caserne, enfin, dans une sorte de pensionnat pour les nourrir au grain, hein, veiller notamment à leur santé, veiller à leur développement physique, mais surtout leur développement intellectuel, parce que bon, elle a pour but que ces enfants, à un moment, servent la patrie dans les programmes de la patrie, les programmes scientifiques, technologiques de la patrie, plus bon, assez rapidement une petite idée que ces enfants pourraient aussi d'ailleurs être à un moment infiltrés ailleurs. Donc ça, c'est pour nos deux personnages de démarrage. Et assez rapidement, Gerd va aussi, parce que lui travaille sur le dossier de reconstruction de Berlin, va travailler avec des architectes, des urbanistes des autres parties de la ville, donc des parties américaines, anglaises et françaises. Il va rencontrer Elisabeth, Lise, qui est une veuve. Elle a appris en arrivant, en foulant le sol européen, que son mari elle était venu le rejoindre en bateau.
Elle a appris que bon, son mari était décédé et donc elle décide de rester à Berlin, décide de travailler sur ce dossier de reconstruction de Berlin et va créer le trouble, enfin va créer le doute en tout cas chez Gerd. Parce que Gerd, bon, il a beau être complètement dans la vue de reconstruire cette Allemagne de l'Est, bon, il y a quand même une fascination. Il y a une fascination des États-Unis, il y a une fascination du modèle capitaliste par certains de ses aspects, c'est-à-dire, bon, il y a une détestation, mais il y a une fascination. Et cette femme, finalement, représente aussi un peu ça, représente un peu ce rêve américain. C'est une femme qui vient d'une famille très riche, très aristocratique. Bon, elle a une façon de se mouvoir dans la ville qui est quand même tout à elle. Bon, c'est un peu un personnage, je dirais, féerique dans une ville totalement dévastée. Hein. Il faut voir quand même revoir quelques photos, quelques films d'époque de Berlin de l'époque. Bon, c'est une ville qui est en ruine. Tous les immeubles sont énucléés. Bon, enfin, c'est une ville terrible. Et bon, on a cette Américaine qui arrive je dirais, à faire comme si de rien n'était. Et donc, bon, il y a une certaine fascination de Gerd pour cette femme. Et une fascination qui va grandir pour elle, qui va grandir également d'ailleurs pour ce Berlin-Ouest qui se reconstruit et qui va devenir assez rapidement une ville assez féerique, avec tout ce que ça charrie aussi d'inégalité, enfin, bon, tous les traits qu'on peut voir dans le capitalisme. Mais bon, voilà. Donc et on aura cet homme donc, au milieu de ça, au milieu de deux conceptions de la vie, au milieu de deux conceptions de la ville, et bon, accessoirement aussi partagé entre deux femmes. Justement, ce programme Spitzweiler, pardonnez-moi mon accent, où les enfants seraient des êtres un peu uniques, fait clairement penser au Lebensborn, ces Oui, enfants ariens que les nazis ont voulu créer. Mais quelle a été votre volonté d'imaginer cet endroit-là? Au final, est-ce que ce n'était pas aussi un parallèle avec la parentalité d'aujourd'hui, où les enfants, ou les parents, pardon, voient leurs enfants comme souvent un être supérieur aux autres? c'est c'est-à-dire, si on veut prendre les bons côtés de ça, je suis assez fasciné par tout ce qui est système d'éducation. Eugénisme. J'ai absolument aucun problème, moi, avec le système d'école, d'élite, de choses comme ça, tant que leur accès est ouvert à tout le monde et dans de bonnes conditions, je dirais, d'égalité. C'est-à-dire que moi, le système de prendre, par exemple, ce qu'elle fait en Allemagne de l'Est, de sélectionner bon, les enfants dans les campagnes et de prendre uniquement ceux avec le plus gros QI, bon, je dirais que je n'ai pas trop de difficultés avec ça, parce que bon, bah, finalement, c'est ouvert à tout le monde, bon, et c'est les meilleurs, enfin, pour ce domaine-là, en l'occurrence, bon, qui étaient les mathématiques, bon, qui sont pris. Donc, si vous voulez, bon, moi, j'ai pas. Oui, effectivement, enfin, je veux dire, vous pouvez, disons, se dire. Et puis, bon, après, donc, l'idée de les mettre dans un pensionnat, c'est de se dire, bon, on veut les détacher de toute, justement, influence, problèmes potentiels qu'ils peuvent avoir dans leur famille. Bon, il faut voir que, quand même, à l'époque, c'est vrai que les enfants, bon, ils servaient aussi à faire des travaux, faire les travaux des champs. Bon, enfin, je veux dire, le pays, il se reconstruit. Donc, bon. Donc là, l'idée, c'est de les extraire de tout ça, de toute corvée, on va dire, ménagère, de tâches ménagères, pour les laisser se concentrer sur vraiment l'apprentissage académique, scientifique. Bon, honnêtement, si on avait un système comme ça, je dirais aujourd'hui, mais encore une fois, avec donc de bonnes conditions au démarrage de sélection, hein, je veux dire, et c'est pour ça que bon, c'est ça aussi ce qui peut ne pas aller aujourd'hui, c'est que justement cette sélection, elle est un peu biaisée en ce moment. Mais si on avait ça, bon, moi, ça me choquerait pas énormément. Enfin, je veux dire, encore une fois, je suis assez. C'est déjà ce qui se passe avec les grandes écoles.
En tout Oui, cas, oui, dans et un moi, mais système encore une fois, enfin bon, particulier. moi enfin là pour le coup, on dévie un peu du roman, mais je veux dire, moi je suis absolument pas contre le système des grandes écoles. Je suis pour que le système soit vraiment très très ouvert, c'est-à-dire qu'il faut que réellement, déjà, on donne cette ambition aux enfants, où qu'ils soient, et que ça ne soit pas uniquement réservé au lycée parisien, cette ambition qu'elle soit vraiment, je dirais, portée en province, en banlieue, bon, qui est cette ambition partagée partout. Et ça, force est de reconnaître qu'elle ne l'est pas. Je veux dire, bon, vous avez des lycées où pour commencer, quoi, cette ambition n'est même pas portée. Et puis après, il faut que non seulement elle soit portée, mais qu'en plus, bah, que les enfants qui ont envie d'y adhérer, qui ont envie de faire, puissent le faire. Bon, partent exactement avec les mêmes chances. Donc, c'est clair que ces deux conditions, pour l'instant, ne sont pas complètement réunies. Mais en soi, sinon, enfin, je veux dire, le système d'une certaine sélectivité ne me dérange pas du tout. Bon, j'ai déjà pu dire lors de rencontres que bon, toute mon admiration que j'avais pour Polytechnique ou des choses comme ça. Enfin, bon, donc non, je veux dire, je suis absolument pas contre ce système. Donc, c'est pas complètement étonnant que ça se retrouve aussi finalement dans les deux livres, pour le coup. Puisque même dans Ce qu'il faut de nuit, on le retrouve, hein, ça. Bien sûr. Vous avez fait un choix de chapitres, ou en tout cas de parties très courtes. Quelle était votre volonté par rapport à ce choix-là? Les chapitres, alors je ne sais pas si on peut les appeler chapitres, mais en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, il y a quand même ce rythme-là qui est extrêmement soutenu à travers l'histoire, à travers cette histoire de Berlin dont on parlera sûrement tout à l'heure, parce que Berlin est une ville personnage, ça c'est une évidence, et on parlera peut-être de votre histoire avec cette ville-là, mais ce rythme-là, est-ce que vous en avez besoin pour écrire? Est-ce que c'est quelque chose qui depuis le début, depuis le début de votre écriture, qui persiste? Non, je dois avouer que ça, c'est plus quand même, c'est davantage l'apport de Pierre Fourniot, que vraiment un trait naturel. C'est-à-dire que, et notamment dans Ce qu'il faut de nuit, c'est Pierre qui m'a fait chapitrer de façon beaucoup plus sèche, quoi. C'est le seul d'ailleurs enfin le seul élément éditorial qu'on a fait, c'est de revenir, enfin de créer de nouveaux paragraphes beaucoup plus, de nouvelles parties plus fréquentes. Pour un Cyberlin, c'est un tout petit peu différent. Bon, je pense que bon, déjà initialement, il y en avait déjà pas mal. Bon, on a dû en rajouter quelques-uns de plus. J'avais envie finalement, c'est presque un album photo que j'avais envie de faire, c'est-à-dire que chaque scène, qu'on puisse, enfin en tout cas que moi, bon après les lecteurs, bon ben, j'espère, bon en tout cas pour certaines d'entre elles, mais j'avais envie finalement pour chaque scène, si vous voulez, qu'il y ait une tonalité générale qui se dégage de la scène, de la photo. Un son, oui, une Une lumière, sensation. une sensation. Et donc finalement, le fait donc de revenir au chapitre, enfin revenir sur une nouvelle partie à chaque fois, me permettait oui, de créer autant voilà, de scènes, de photos, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Donc c'était presque pratique, je dirais, de faire ça, parce que bon, ben, ça permettait d'aller au bout, si vous voulez, de l'idée. Par exemple, quand j'écris sur Rügen l'été, c'est évidemment, ça n'a strictement rien à voir avec Berlin à l'automne. Donc c'était pas mal finalement comme ça de faire un certain nombre de scènes différentes, parce qu'encore une fois, chacune avait son ambiance, avait sa sensation, avait sa lumière, ses sons. Bon. Martine? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Laurent, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous avez écrit, comme le disait Anthony, deux livres qui sont très différents.
Mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait un point commun dont je voudrais que vous nous parliez. C'est l'engagement politique de vos deux personnages centraux, Gerd et le père, et vous liez vraiment de manière très forte l'intime et l'engagement politique de ces deux hommes. Et je voulais savoir pourquoi vous aviez fait ce choix d'avoir des personnages avec un engagement politique aussi fort, engagement qui influe vraiment très fortement sur leur choix personnel. En fait, je pense que c'est plus l'engagement que l'engagement politique qui est important. Pourquoi? Parce que l'engagement me permet de réfléchir à qu'est-ce qui fait l'engagement, comment il se manifeste, et surtout, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'engagement peut s'étioler, peut devenir moins fort, comment l'engagement pour telle cause, à un moment, on peut se dire, mais est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que c'est toujours pertinent? Et si vous voulez, c'est plus l'engagement, parce que ça pourrait être finalement, ça pourrait être tout à fait un engagement associatif, vous voyez, ou je ne sais pas moi, bon, quel autre type d'engagement on pourra avoir, mais, ou même d'ailleurs, oui, l'engagement amoureux, on va dire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'observer comment l'engagement évolue au fil du temps. Et comment, qu'est-ce qui peut l'altérer, qu'est-ce qui peut le remettre en question, qu'est-ce qui peut le fragiliser, qu'est-ce qu'on en fait quand on commence à en dévier, et quel est ce sentiment horrible de culpabilité peut-être qui peut naître quand vous commencez à je dirais, dévier de la force de votre engagement principal. Donc, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Et honnêtement, si je regarde là pour le coup, pas ce que j'ai écrit les deux premiers, mais ce que j'ai écrit depuis, ça va encore dans ce sens-là. Finalement, on en revient un peu à ça. Parce que, bon, et notamment le côté trahir son engagement, c'est quand même une question qui me préoccupe beaucoup, enfin, qui m'intéresse beaucoup, en tout cas, que je trouve assez belle à travailler sur un texte, c'est-à-dire se dire, bon, c'est. Voilà. Jusqu'où ça peut aller, quelle forme ça peut prendre, comment on peut se mentir à soi-même, au contraire, bon, bah voilà. Enfin, je trouve que c'est très riche comme dimension. Et j'aimerais qu'on revienne sur Berlin, forcément, puisque cette ville-là qui est en construction, en déconstruction, quelle est votre histoire avec cette ville? Est-ce que vous y êtes allé quelques fois et vous avez eu un coup de foudre pour cette ville? Mais ce contraste-là entre l'Est et l'Ouest, comment vous pouvez l'expliquer? Berlin, c'est devenu un personnage principal du livre, clairement. On sent les odeurs, on sent cette musique. Alors, je ne pense pas qu'il faille l'appeler musique, mais en tout cas, cette musique entre RDA et RFA, il y a quand même vous êtes arrivé à décrire un paysage, décrire une ville qui n'existe quasiment plus, ou en tout cas qui est bien différente. Comment vous avez travaillé le sujet? Est-ce que vous vous êtes documenté? Est-ce que vous avez fait des recherches particulières? Est-ce que c'était des souvenirs d'enfance ou d'époque? En fait, c'est une ville que j'ai eu la chance de visiter pendant quelques jours, hein, mais vraiment quelques jours, quand j'étais ado. En l'occurrence, mes parents étaient invités par leurs amis qui étaient eux-mêmes, enfin, qui étaient militaires à Berlin, donc dans la partie française. Et bon, pendant quelques jours, on a visité Berlin, on a visité les deux parties, enfin la partie occidentale et la partie orientale de Berlin, donc Berlin-Est. Et bon, ça a été une fascination, les deux parties d'ailleurs. C'est-à-dire que j'ai été également fasciné, et donc évidemment pas du tout pour les mêmes choses, mais par les deux parties de Berlin. C'est-à-dire que j'ai été fasciné par Berlin-Ouest, qui objectivement à l'époque était, bon, moi je venais de Metz, hein, je venais pas de Paris, donc, mais j'avais le sentiment que waouh, c'était juste quelque chose d'incroyable. Bon, en plus, je crois que je suis allé une période quand même plutôt en hiver où tout était illuminé. Enfin, c'était une débauche, mais totale
de feu. Bon, il y avait, on s'est baladé aussi dans les bases américaines, bon, tout ça. Donc, il y avait un côté en plus pour moi qui était incroyable, bon, qui était voilà, de manger des hamburgers, des choses comme ça. Enfin, vous voyez, vous aviez tout condensé en une seule ville, quoi. C'est-à-dire, vous aviez le côté, justement, cette fascination de l'Ouest des États-Unis, que j'ai toujours. Enfin, je veux dire, c'est un pays que j'adore. Et quand vous alliez à Berlin-Est, vous aviez une fascination tout à fait différente, mais une fascination quand même qui était de se dire, parce que bon, ce Berlin-Est était juste grandiose. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vécu comme une... alors, je n'y mets aucun, je dirais, évidemment, bon, tout le monde sait ce qui s'est passé à Berlin-Est, etc., etc. Enfin, je veux dire, je mets aucune connotation politique là-dessus, mais en tout cas, quand vous le regardiez, vous aviez quand même le sentiment d'une profondeur terrible. C'est-à-dire, je parle à un moment des parcs, hein, je pense, dans le livre, mais vous alliez dans les parcs à Berlin-Est, vous sentiez tout ce qu'ils avaient voulu dire, tout ce que les architectes qui avaient construit ces parcs, qui les avaient refaçonnés avec les monuments, les trucs, tout ce qu'ils avaient voulu dire vis-à-vis de la guerre, vis-à-vis des morts, il y avait, enfin, vous ne pouviez pas ne pas le sentir. Donc voilà, c'est né sur cette double fascination. Et encore une fois, en l'occurrence, bon, c'est pour ça que j'aime aussi écrire. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si j'étais resté 6 mois à Berlin. Je suis resté quelques jours seulement, mais je veux dire, c'est fort, ce sont des images fortes qui m'ont marqué, dont je me souviens encore aujourd'hui, alors que bon, ça fait plus de 30 ans, quoi. Enfin maintenant, oui, 30 ans à peu près. Et 40 ans, pardon. C'était Donc, avant la bon, chute, avant la chute du mur. Hein. ouais, c'était avant la chute du mur. Et vous voyez, je me dis, bon, ben voilà, ça me suffit, je dirais, pour me refaire une histoire. Alors après, elle est peut-être on peut certainement me dire, mais attention, ça, c'est pas juste, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, ça me suffit, moi, en tant qu'auteur, pour réécrire une histoire. C'est ce sentiment vécu de façon assez forte pendant quelques jours qui reste. Bon. Après, non, ma seule doc, ça a été un gros bouquin de chez Taschen sur Berlin, bon, où il suffit vous voyez, de le regarder une fois. Bon, il suffit de voir une ou deux photos. Bon, vous pouvez tout à fait comprendre, enfin, ce que ça, enfin, pas comprendre. Vous pouvez en tout cas imaginer, parce que je ne prétends pas décrire une situation, voilà. En tout cas, vous pouvez imaginer dans le cadre de l'écriture d'un livre comment ça a pu se passer dans ce Berlin juste après-guerre, en voyant 2-3 photos dans ce livre-là. Donc sinon, après, non, je n'ai pas fait plus de recherches que ça. On sent quand même aussi un rapprochement avec Hans Fallada, qui est un incontournable en parlant de Berlin. Je ne sais pas si vous y avez pensé. Alors, je l'ai lu effectivement, mais après. C'est-à-dire parce que justement, je n'avais pas du tout. Effectivement, enfin, bon, c'est un livre bon, qui est. Enfin, je veux dire, je ne fais aucune comparaison. Enfin, le livre de Fallada est immense. Enfin, je veux dire, vraiment, pour moi, c'est un de mes plus beaux livres que j'ai jamais lus. Donc, mais je l'ai lu après, parce que, bon, en l'occurrence, je n'avais pas envie justement vous voyez, quand vous commencez à lire quelque chose de trop près, ça vous brime dans votre écriture, parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas après écrire derrière lui. Enfin, je veux dire, donc bon, bah, c'est Il fallait mieux. rester vierge. Il fallait C'est rester mieux vierge et se effectivement de baser sur les rester images. libre. Après, vous voyez, au moins, vous avez comment dire, votre conscience. C'est-à-dire, si vous avez écrit quelque chose qui peu ou prou ressemble à un moment ou à un autre à une de ces scènes, bon, bah, au moins, vous l'avez écrit de toute bonne foi. Bon, après, vous pouvez choisir d'ailleurs de la virer parce que bon, vous dites, bon, ça fait un peu mauvais copier-coller d'un truc. Bon, mais ce que je vais parler, c'est qu'au moins, bon, si vous ne l'avez pas lu avant de l'écrire, bah, au moins, voilà, quoi, vous savez que vous n'avez pas été influencé. Alors qu'à l'inverse peut être vrai quand même. Si vous l'avez lu, peut-être qu'inconsciemment, vous allez quand même réécrire des choses bon, trop inspirées de son texte. Donc, Agnès?
Bonsoir. J'ai eu le grand plaisir de vous rencontrer à la remise du prix du barreau de Marseille cet été. Donc, c'est intéressant de vous entendre, de vous avoir entendu parler un petit peu plus en détail de ce qu'il faut de nuit. Ma question, elle est plus sur un cyberlin que je n'ai pas encore lu. Vous décrivez, me semble-t-il, un système éducatif très particulier. Donc, il n'y a pas que de la ville, il y a aussi tout ce système, en fait, politique et éducatif sur lequel est basée votre intrigue. Quelle est la part de faits documentés? Est-ce que vous êtes inspiré de l'histoire existante? Est-ce que vous avez brodé sur une idée générale? Comment est-ce que voilà, le thème général, ok, c'est l'engagement, mais ensuite, pour mettre en scène effectivement le contexte et le parcours des personnages dans un tel contexte, sur quel degré en fait de vraisemblable ou de documentation vous vous basez? Je crois que vous avez le bon terme, c'est le degré de vraisemblable. C'est-à-dire que bon, non, mais parce que bon, après, je vous laisserai faire les recherches Google qui vont bien sur le programme Fitzweiler. Mais non, mais c'est j'ai écrit quelque chose de vraisemblable donc voilà. Disons que j'avais envie d'écrire ça. Bon, et je me suis dit, je peux pas. Enfin, c'est vrai qu'à partir du moment où vous n'inscrivez pas ça dans un lieu fictif, vous voyez, c'est-à-dire un pays qui n'a jamais existé, tout ça, où là vous pouvez vous permettre toute liberté. Bon, c'est sûr qu'à partir du moment où je l'inscrivais quand même dans une vraie temporalité, dans une vraie ville. Bon, il fallait quand même que je fasse gaffe à ce que ça reste vraisemblable. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Enfin, je veux dire, en tout cas, je crois que vous avez trouvé le mot. Enfin, c'est ça. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si ça l'est, mais en tout cas, mon but, c'était que ça le soit, en tout cas. D'accord, merci. Une question de Sandra. Dans ce qu'il faut de nuit, il est question d'une famille qui est composée uniquement d'hommes, puisque la mère est décédée. Le roman se tourne vers le père et son rôle de père et toute sa sensibilité qui va avec, et notamment face à ces deux adolescents. Donc ça reste une histoire d'homme en l'absence de la figure féminine. Et dans Ainsi Berlin, à nouveau, vous vous tournez vers cette pensée, vers la sensibilité d'un homme, même si il y a ces lettres aussi côté féminin. Mais est-ce que c'est justement cette sensibilité-là, pardon, en tant qu'homme qui vous matérialise ou au contraire, vous voulez tout simplement aller au sein même de cette pensée masculine? Bon, c'est vrai que bon, si je regarde en tout cas le texte que j'ai écrit derrière, c'est également encore une fois un homme qui parle, bon, en premier chef, on va dire. Bon, pour autant, je ne pense pas qu'il y ait comment dire, de loi absolue là-dessus, parce que par exemple, mon premier texte, donc celui qui n'a pas été publié, il démarre par la voix d'une femme. En l'occurrence, c'est trois voix qui alternent, mais bon, ça démarre par la voix d'une femme. Bon, je pense que c'est dû à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que bon, souvent quand même, la première scène guidant le reste chez moi, enfin, je veux dire vraiment étant vraiment un très fort moteur pour le truc, je vais peut-être avoir tendance à plus facilement la faire endosser par un homme que par une femme. Je ne sais pas, honnêtement. Et après, une fois que bon, je suis parti souvent dans une voie, bon, j'aime pas trop revenir à un mode narratif qui soit plus à la troisième personne, quoi. Bon, oui, je pense que, encore une fois, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir l'homme un peu, de voir l'homme, comment dire, dans sa faiblesse. Bon, alors, je pourrais très bien faire exactement la même chose pour une femme, mais bon, déjà, j'ai peut-être un peu moins envie de l'écrire là-dessus. Bon, c'est amusant, hein, parce que dans une rencontre la semaine dernière, on m'a dit, mais finalement, bon, parce que j'étais en train de dire qu'effectivement, le texte que j'avais écrit, là, le prochain, c'est à nouveau un homme. Et il y a une lectrice qui me dit, mais vous n'avez pas envie de changer, du coup, comme ça, vous inversez. Et finalement, c'est vrai que bon, j'y ai réfléchi par la suite. Je me suis dit, tiens, mais bon, ça raconte une autre histoire un peu quand même, mais
pourquoi pas. Enfin, je veux dire, mais j'ai pas de règle absolue là-dessus, quoi. Enfin, c'est-à-dire que vraiment, mais je pense que ce qui s'explique, c'est qu'effectivement, comme encore une fois, je démarre avec assez peu de choses, c'est très peu structuré. Bon, je pense que c'est quand même un tout petit peu plus logique pour moi de démarrer dans la voie d'un homme, quoi. C'est un peu plus facile, en tout cas. Pas naturel, mais en tout cas plus facile. Oui, ça se comprend aisément, mais c'est vrai que je pense que Sandra aussi voulait peut-être dire que vous auriez peut-être une écriture différente aussi en endossant le personnage d'une femme. Euh, C'était une possibilité aussi, peut-être? Oui, oui, et encore une fois, je ne la refuse pas du tout. Enfin, je veux dire, et je pense que c'est effectivement un exercice peut-être encore beaucoup plus difficile. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je ne m'y lance pas encore complètement là. Et peut-être que ça demande quand même. Vous voyez, parce que bon, quand vous écrivez un texte, bon, vous êtes toujours en train de vous demander quand même, à un moment donné, si vous n'êtes pas un peu imposteur, c'est-à-dire, bon, quand j'ai écrit Ce qu'il faut de nuit, bon, j'ai écrit sur une région, certes, qui est ma région de naissance, mais bon, je n'ai pas habité dans ce coin-là, j'ai habité Metz, qui est quand même assez loin, qui est finalement dans une configuration très différente du coin que je décris. Bon, vous vous demandez toujours, vous dites, bon, mais je fais ça comme ça, ok, mais enfin, je veux dire, qui je suis pour aller décrire un village, voilà. Et de la même façon, là, je me dis, bon, qui je suis pour aller décrire Berlin ou... Donc, vous voyez, si en plus, bon, vous rentrez un peu dans la voie d'une femme, vous rajoutez, disons, une complexité supplémentaire, quoi. C'est-à-dire en vous disant, bon, est-ce que je suis suffisamment juste dans ce que je raconte? Est-ce que c'est vraiment ça? Bon. Encore une fois, enfin, je pense que c'est possible, enfin, et certainement que je le ferai, mais bon, voilà, là, ça ne s'est pas trouvé comme ça, quoi. C'est très bien ainsi, hein. Justement, par rapport à l'alternance des récits, j'ai été surpris que vous attendiez la moitié du livre pour faire parler Lise. Euh, alors ça, c'est intéressant parce que je pense que le livre, alors, je ne sais pas si c'est le cas, mais on a l'impression que le livre était peut-être fait différemment, ou en tout cas, avant le passage de l'éditeur, peut-être qu'il y avait une alternance des récits. C'est possible, j'imagine, peut-être que non, mais en tout cas, on sent que c'était peut-être une tentation d'alterner ou pas Non, pendant tout le livre ou pas du tout? non, 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 non. Ça a été une question que je me suis posée par la suite. Effectivement, c'est-à-dire, en fait, pour être tout à fait honnête, je me suis vraiment longuement interrogé sur si je ne pouvais pas en faire l'économie de la voix de Lise. Euh, mais je vais être honnête, j'ai eu beau tourner dans tous les sens, j'arrivais pas à m'en passer. Mais j'aurais préféré parce que je me suis dit, bon, ça fait un peu bizarre, bon, comme ça, là, cette incursion. Et puis, bon, je me suis dit d'un autre côté, là, vraiment, encore une fois, j'ai réfléchi là pour le coup assez longtemps et j'arrivais pas à m'en passer. Donc, je me suis dit, bon, bah, tant pis. Et après, effectivement, Anthony, exactement ce que vous dites, c'est que là, pour le coup, je me suis dit, mais alors, pour que ça soit, comment dire, peut-être plus logique, il faudrait qu'il y ait cette alternance. Puis je me suis dit, ah oui, mais si tu fais de l'alternance, tu vas devoir peut-être mettre la voix de Kate. Et là, bon, bref. Donc, je me suis dit, bon, tant pis, c'est un peu bordélique. C'est-à-dire que dans le monde du travail, bon, je pense que ça serait un peu bizarre. Bon, je me suis dit, bon, pour un roman, après tout, je veux dire, l'auteur a une certaine liberté de décider, même si c'est un peu branlant comme truc, pourquoi pas. Et puis, bon, je me suis dit justement que ça donnait une espèce de déséquilibre qui est finalement peut-être, pourquoi pas. Enfin, je, mais effectivement, vraiment, j'ai essayé, autant que faire se peut, de le virer, mais c'était difficile. C'est trop difficile, là, pour le coup. Et ils sont très bons ces passages-là, donc je comprends tout à fait que vous n'ayez pas pu les enlever. C'est Bah, c'est-à-dire que là, non, mais c'est très, très juste. Enfin, je ne dis pas que c'était juste en disant qu'ils sont très bons. C'est qu'en tout cas, c'est des passages que j'aimais bien. Et alors que, bon, ça fait quand même maintenant 10 ans, et là, du coup, j'arrive vraiment des fois à sacrifier des passages.
Vous voyez, en me disant que c'est pour le bien du bouquin, tant pis si tu les aimes beaucoup. Et là, je suis arrivé, effectivement, c'est très juste. C'est-à-dire que je suis arrivé à un stade où ça me faisait vraiment trop mal de le virer. C'est-à-dire de dire, bon, allez, tu renonces à ça. Là, j'ai vraiment eu trop de mal. Enfin, je me suis dit, ah non, quand même, là, sinon, j'avais l'impression de perdre beaucoup. Mais par exemple, vous voyez, sur Ainsi Berlin, donc la première scène, alors que d'habitude, enfin moi, ma première scène, elle est vraiment ancrée, c'est-à-dire que je n'en bouge pas et j'en dévie pas. Là, cette première scène que vous lisez n'est pas la première scène que j'avais écrite. C'est-à-dire que j'avais commencé sur une scène qui était un homme au bord de sa vie. En l'occurrence, c'est ce que vous pouvez lire dans les dernières lignes du livre, mais qui était une scène beaucoup plus complète, beaucoup plus riche, qui commençait le livre. Et là, pour le coup, je sens même que Pierre me le demande, en le lisant, je me suis dit, ah ouais, mais ça fait rentrer le livre un peu dans un mode un peu bizarre, tout ça. Et alors qu'elle me plaisait beaucoup, enfin que je l'aimais beaucoup en tant que telle, en tant que photo, hein, on parlait tout à l'heure de photo, je trouvais que la photo était plutôt sympa. J'ai décidé de la virer pour démarrer le livre sur un mode un peu plus dynamique, quoi. Donc, mais les scènes de Lise, oui, j'ai pas réussi à être aussi, je dirais, radical en me disant, bon, allez, vire-les, et c'est tant pis, quoi. Donc, il y a eu deux éditeurs en réalité hein, pour ce livre, vous-même et Pierre Fourniot. Comment ça s'est passé justement par rapport à cette double sanction des passages qu'on enlève, qu'on n'enlève pas? Comment vous avez travaillé Ouais, non, ensemble? mais Pierre, là-dessus, il est. Je pense qu'il s'adapte déjà à chacun de ses auteurs. Donc, et je pense que il est capable justement de voir justement combien déjà son auteur est motivé à faire lui-même des changements. Bon, on sent qu'il est justement à en impulser d'autres, enfin, c'est-à-dire qu'il laisse déjà son auteur opérer avant de. Et là, sa recommandation, elle a été assez simple. Ça a été de me dire de profiter davantage de mes deux personnages féminins. Bon, ça a été ça. Donc ça tient en ça, hein, la recommandation. Mais elle est très forte. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'a après occupé quand même un petit moment, de me dire, bon, est-ce que j'ai profité suffisamment de mes deux personnages féminins? Bon, et c'est à partir de cette recommandation éditoriale que j'ai retravaillé le livre. Et puis après, non, après, il n'y a pas eu trop de discussions, il n'y a pas eu trop de. Voilà, je crois qu'il m'a fait confiance là-dessus, quoi. Et je pense qu'il aimait bien. Alors, parce que c'est vrai que ça. J'ai lu j'ai pu lire, notamment dans Limé ou dans Marianne, un petit peu une critique sur la fin en disant, bon, ce mec-là, ce Gert, on en a marre, on a envie de le baffer tellement il est. Mais je crois que pour lui et pour moi, c'était ce qu'on aimait un peu. C'est-à-dire ce côté, effectivement, d'homme qui a vraiment un mal fou à choisir, qui d'ailleurs ne choisit pas. C'est les événements qui vont finalement presque choisir pour lui, parce qu'on ne sait toujours pas finalement ce qui serait passé si les militaires n'étaient pas intervenus. Enfin bref. Et je pense que c'était ça qui nous plaisait dans le bouquin. Et c'est vrai que je vois que c'est ça qui accroche un peu en disant, il est un peu pénible. On aurait préféré qu'il s'engage davantage. Bon, voilà. Et dans chaque personnage, j'ai quand même remarqué une dualité, voire un triple jeu. Comment vous vous identifiez par rapport à eux? Est-ce que vous prenez de la distance? Ou au contraire, y a-t-il toujours un petit peu de vous en eux, même si c'est minime? Mais comment vous vous positionnez par rapport à eux? Non, c'est-à-dire que tout le travail dont on parlait avant, qui était de travailler sur la remarque sur l'engagement politique, où je dis, finalement, ce qui m'intéresse, c'est l'engagement. Et ça, entre guillemets, c'est presque un truc un peu philosophique, on va dire. Et ça, cette réflexion philosophique, je l'ai un peu en amont, enfin, en tout cas, pas en amont, c'est pas le bon mot, mais en parallèle de ce que je suis en train d'écrire.
Et en revanche, donc, quand j'écris, je suis très détaché de mes personnages. C'est-à-dire que je n'essaie pas du tout La seule exception, ça a été dans la dernière lettre, dans la lettre de Faust, son père, où là, je l'ai vécu comme si c'était moi qui l'écrivais. C'est-à-dire, je l'ai vécu dans la même émotion, donc vraiment dans la même émotion ultra forte, que si c'était, oui, que si j'écrivais moi-même à mon père une lettre voilà, quand je lui annonce que bon. Et c'est la seule exception. Sinon, non, je suis quand même assez j'ai quand même une certaine distance avec les personnages, et je pense que mais ça ne m'empêche pas de réfléchir, évidemment, encore une fois, plutôt l'aspect un peu philosophique ou psychologique ou les deux. Mais encore une fois, je le fais de parallèle. Et en revanche, quand j'écris, quoi. Enfin, je veux dire, je ne suis pas en train de me dire, tiens, il faut que je dise ça. Donc, il y a forcément une part de moi. Enfin, je veux dire, il y a forcément une part inconsciente ou semi-consciente de moi dans ce que j'écris. Mais en tout cas, j'essaie que la phase d'écriture. Et c'est peut-être aussi, on en revient un peu à notre histoire de paragraphes assez courts. Finalement, ça m'aide aussi parce que justement, je les écris comme ça. C'est-à-dire que je les écris vite, dans une séquence où je ne reviens pas en arrière, où ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Et donc, 3 pages, 4 pages comme ça que je vais écrire très rapidement en une demi-heure. Je ne compte pas après le temps le soir pour le recorriger, le relire, le retravailler. Mais en tout cas, le premier jet, je l'écris très rapidement sur une séquence de 3-4 pages. Et donc, en essayant justement de ne pas trop réfléchir, enfin, que ça soit le plus fluide possible. Je rebondis parce que Florence a posé une question à laquelle je voulais aussi vous poser. C'est notamment par rapport à cette paternité. On sent quand même qu'il y a dans vos 2 romans ce rapport à la paternité. Et il y a quelques instants, vous faisiez état de cette lettre dans laquelle vous vous adressiez potentiellement à votre père et on sentait l'émotion poindre. Il y a quand même ce rapport-là avec vous sur cette relation père-fils, père-enfant qui est très importante. Oui, parce qu'elle rejoint un peu les autres. Elle rejoint beaucoup de questions sur. Et si on commence par la plus générale, quel est le sens de la vie, hein? Enfin, je veux dire, se dire pourquoi on a des enfants, qu'est-ce qu'on veut leur léguer, et qu'est-ce qu'on veut leur léguer, ça peut prendre des formes ça peut prendre des formes de questionnement très différentes. Si je vous donne l'anecdote suivante, c'est que par exemple, je suis un gros collectionneur de bouquins. Bon, j'ai 4 enfants, il n'y en a objectivement aucun qui n'est atteint du virus de la collectionnite. Un livre, pour eux, ça se prend, ça se repose dans le métro pour que quelqu'un d'autre le reprenne. Enfin, je veux dire, vraiment, ils n'ont aucun attachement particulier au livre. Vous voyez, vous vous dites, bon, à un moment donné, mais j'amasse tout ça. Pour qui, quoi? Enfin, je veux dire, pour quelle postérité, pour quel truc? Bon, effectivement, ça me fait plaisir de me balader devant mes bibliothèques, mais je me dis, bon, il y a un côté un peu vain à tout ça. Donc ça, par exemple, c'est tout à fait des questions qui m'intéressent en termes d'écriture, me réfléchir là-dessus, dire, bon, pourquoi on amasse des choses, pourquoi on fait telle ou telle chose, pourquoi on va vouloir être exemplaire sur tel aspect, pourquoi on ne l'est pas du tout sur tel autre. Bon, tout ça, oui, c'est des choses que je trouve très riches, évidemment. Et l'écriture, pour le coup, permet un peu d'y réfléchir, pas forcément d'avoir beaucoup de réponses d'ailleurs, mais d'y réfléchir, bon, de se dire, tiens, c'est… Et encore une fois, ce n'est pas l'écriture en tant que telle, c'est plus le projet d'écriture qui permet de réfléchir à ça, quoi. Valérie? Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir Laurent. Ravi de vous revoir.
je faisais partie avec Laurent du dernier prix du barreau de Marseille. On a pu échanger sur la littérature ensemble et c'était un moment très agréable. Et alors, ma question allait rejoindre un peu celle qui vous a été posée sur la paternité qui est présente dans vos romans. Mais du coup, je rebondis sur autre chose. C'est que j'ai trouvé que dans vos deux livres, il y a une construction de la progression romanesque, la progression de l'histoire est semblable quelque part parce que on reconnaît, vous disiez tout à l'heure qu'en réalité, vous commenciez vos romans sans avoir de plan, et je trouve ça quand même fort parce que cette similitude dans la progression de l'histoire, avec à un moment donné, vers la fin, un choc qui se produit, aussi bien avec le décès de Fus dans le premier roman, et dans le second, sans dévoyer l'histoire. Comment dirais-je, le fils, avec cette rupture, finalement, je ne sais pas comment très bien l'exprimer, mais en réalité, il y a une similitude de construction, alors même que vous n'avez pas de plan. Est-ce que vous reprenez, une fois que vous avez écrit votre histoire, est-ce que vous reprenez ensuite vos chapitres? Non, je pense qu'il y a… En fait, Valérie, je pense que c'est dû à l'espèce de période à laquelle j'écris. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment un momentum. C'est-à-dire que l'histoire, elle peut être dans ma tête. Encore une fois, les fameux trucs dont je vous ai parlé tout à l'heure, les personnages la première scène, etc., le thème général, ça, je peux le traîner pendant des mois, des années. Là, par exemple, j'en ai un en tête, honnêtement. En l'occurrence, j'ai deux idées en tête. Je vois bien, en l'occurrence, j'ai les deux premières scènes. J'ai les premières scènes respectives, j'ai une amorce déjà de personnages, mais je n'arrive pas encore à voir exactement quel pourrait être un peu le fil conducteur de tout ça. Mais je sais que le jour, en revanche, où ça va me prendre, où je vais me dire, bon, bah, c'est bon, là, j'y vais, je vais me fixer vraiment que quelques semaines pour arriver au bout du texte, quoi. Et je pense que finalement, dans le livre, c'est presque… On ressent presque ça aussi, c'est-à-dire qu'on ressent le fait qu'à un moment, il faut conclure. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas rester sur un texte pendant des années et des années. Après, je peux y revenir pour le travailler. C'est ce que j'ai fait sur Un Cyberlin, c'est ce que je l'ai dit. Mais d'une manière générale, le texte, c'est-à-dire dans 80%, 90% de sa nature, il doit être fait rapidement, écrit rapidement, sinon je préfère arrêter. Et je pense que ça joue quand même dans ma façon d'écrire. C'est-à-dire que dans le rythme même d'écriture, c'est-à-dire qu'à un moment, je vais me dire, bon, Laurent, là, il va falloir un peu accélérer. Et du coup, l'action va certainement s'accélérer aussi. Ouais, c'est-à-dire, ou alors je vais, disons, moins prendre le temps de faire les scènes de transition, ou je vais me dire, bon, peut-être, tant pis, scène de transition, je m'en moque, on y va, on passe directement à l'autre scène qui est importante. Donc, je pense que c'est plus dû à ça. C'est dû au fait que j'écris dans le bon langage Air France franco-anglais, on appellerait ça en time boxing, donc en temps contraint. Et je pense que c'est un peu dû à ça. Pas que, mais ça joue quand même. Le fait que j'ai le sentiment de ne pas avoir un temps infini pour écrire un texte, et que de toute façon, à un moment donné, si je ne l'ai pas terminé, le texte, il sort, enfin, je veux dire, encore une fois, il reste en rade dans mon ordinateur et je passe à autre chose, quoi. Donc, je crois que c'est quand même un des gros éléments explicatifs de la structure des livres. Est-ce qu'il y a eu débat d'ailleurs sur le titre Un Cyberlin? Ouais, comment vous avez… Ouais. On a ramé, mais pendant des mois. Non, mais vraiment, une horreur. Une horreur. Et d'ailleurs, à un point où je me suis dit, mais c'est pas possible.
si on a autant de mal à trouver un titre, c'est que Pierre et Marianne, ils ne croient pas. Enfin, vraiment, j'ai eu un moment, un gros coup de doute en me disant, mais c'est pas possible. Enfin, il y a quelque chose. Et puis non, en fait, pas du tout. Mais bon, on ramait parce que on a dit tout et son contraire. Alors, c'est assez drôle parce qu'au départ, le livre s'appelait le programme Spitzweiler. Bon, évidemment, le programme Spitzweiler, ça peut quand même effrayer certains. Donc, du coup, Marianne, l'adjointe de Pierre, m'a dit, bon, non, mais il faudra peut-être mieux quand même éviter. Après, on a dit, j'avais des titres avec Berlin, on a dit, oh, mais non, mais il ne faut pas Berlin, parce que ça localise trop le truc. Puis finalement, on s'est dit, mais si, il faut Berlin. Enfin, bref, on est passé par toutes les formes de pensée là-dessus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce titre, on l'a trouvé à 7 h du matin sur le parvis de la gare de Lyon-Saint-Exupéry, puisqu'on revenait avec Marianne d'une rencontre en médiathèque à Aix-en-Provence et on allait vers le festival de Chambéry. On avait une correspondance très tôt le matin à Lyon-Saint-Ex. Et Marianne me disant, on prenait un café là, dehors sur le parvis, elle me dit, bon, écoute, hier, tu n'as pas parlé une seule fois de ton nouveau livre avec son titre, tu ne l'as pas cité, le titre provisoire qu'on avait trouvé, mais qui me plaisait effectivement pas trop. Donc, c'est un très mauvais signe, ça veut dire que tu n'y crois pas et donc il faut absolument qu'on trouve là désormais un titre qui te va bien. Et Ainsi Berlin faisait partie de ma liste. Parmi d'autres, mais bon, c'était un titre que j'avais trouvé qui pouvait aller parce qu'il y avait un côté un petit peu fataliste qui me plaisait bien. C'était assez court, ça changeait de Ce qu'il faut de nuit, et donc voilà pourquoi on a réveillé Pierre, du coup, enfin pas réveillé, mais en tout cas on l'a appelé à 7 h et quelques en lui disant, bon Pierre, on a trouvé, parce qu'en plus on était en train de faire des essais de maquette du roman. Donc on a appelé Pierre pour qu'il puisse appeler le maquettiste pour dire, on change tout, on fait les essais de visuel avec ce nouveau titre-là. Très belle histoire. Avant de passer à un petit extrait que nous avez préparé, Laurent, on a pour habitude de faire une photo de groupe. Donc voilà, préparez-vous. 3, 2, 1. Parfait, merci. Alors, c'est à vous, Laurent, pour une lecture d'un passage que vous avez choisi. Bon, difficile exercice pas de choisir, mais de lire, et notamment là, je vais essayer de me mettre de la lumière, parce que je vois que dalle. Les retrouvailles de notre groupe de scientifiques se firent l'été suivant. Prora restait aussi vide qu'à l'hiver, mais les bains dans la Baltique procuraient une nouvelle perspective et dénudaient les esprits. Le premier couple se forma rapidement. Berit Jürgen était la plus fantasque de la bande. Il était difficile d'imaginer qu'elle était la pionnière des nombres ergotiques à la voir, passionnée d'Apache et de Comanche, toujours à moitié nue cet été-là. Simon Krauss n'avait rien d'un Indien. C'était un homme compliqué et filandreux. Je l'aurais volontiers logé en fin de liste. C'était pourtant lui que choisit Berit. Elle ne le lâchait plus, se moquait sans cesse de lui, et le couchait la tête sur ses genoux, quand elle nous racontait le soir les grandes légendes du Far West. Simon était son enfant, son compagnon de bordée. Elle le déshabillait plusieurs fois dans la journée, en lui criant qu'il resterait laid s'il ne prenait pas un peu le soleil. Simon et Berit avaient ouvert la voie. Un deuxième couple se forma bientôt entre les deux plus beaux membres de notre fraternité. Mitzi était splendide. Elle revenait du RSS, où elle s'était cachée pendant la guerre. Tout était sublime chez elle. Sa jeunesse, son regard, son accent yiddish, son rire quand nous déambulions la nuit à la recherche de l'eau de siphonnée. L'Ubermensch absolu, en femme, en juive. Klaus Ottermeier, l'élu, avait une chance rare. Il semblait l'ignorer et se disputait violemment avec Mitzi. Des scènes inexplicables dans ce lieu qui pouvaient laisser croire qu'ils se connaissaient depuis très longtemps pour se détester avec une telle furie. Mais Klaus savait ramasser quand tout partait en charpie et prenait Mitzi à pleine main, l'éloignait du groupe et se rabibochait avec elle. Les deux revenaient repus et apaisés. Cela crevait les cœurs des hommes d'imaginer leur réconciliation
et de voir Mitzi leur échapper davantage. Une vraie complicité prenait entre nous. Les scientifiques avaient plaisir à se côtoyer après leurs travaux et nous acceptaient volontiers. Nous retrouvions notre corps, le cultivions chaque matin et regardions sans gêne celui des autres. Käthe prenait des bains de soleil avec Berit. Elles allaient se tremper dans l'eau froide de la Baltique, crier et se débattaient dans les vagues. De retour, elles s'allongeaient sur le sable. Je savais que Käthe attendait alors mon regard, qu'il y avait pendant ces quelques minutes où les deux reprenaient leur souffle, l'envie jalouse, exclusive du regard des hommes. Nous étions libres, tout était si loin. Nous avions vécu dans les ténèbres et les recoins de la ville, dans l'incendie permanent des dernières années, les bâtiments et les arbres calcinés, la suie qui ne partirait jamais, le plomb qui sointait de ce qui était encore debout et de ce qui était déjà à terre, des couleurs noires de charbon, de pétrole et de métal tordu, à peine réveillées par les fumerolles grises des gravats qui n'en finissaient pas de se consumer. À Rügen, l'île était blanche, impeccable. Elle ne blondissait que vers les 5 heures, dans un reflet d'une douceur infinie. Elle nous offrait ce qui nous avait tant manqué, de longues perspectives et une absence totale de danger. Les nazis ne s'étaient pas trompés. C'était bien là qu'il fallait construire le nouveau monde, qui porterait des enfants, beaucoup d'enfants selon le souhait de Käthe, des enfants aux prédispositions largement supérieures à la moyenne, des surdoués qu'on mettrait en nourrice pour libérer les parents et les garder à leurs travaux. Merci. Anne? Voilà. J'étais perdue avec le... Bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste vous demander, est-ce que vous avez l'impression de faire partie d'un vivier d'auteurs du Nord-Est? Parce que j'ai l'impression il y a eu Nicolas Mathieu, vous, plus récemment Frédéric Ploussard avec Mobilette. D'ailleurs, vos 3 romans ont quand même des choses en commun. J'ai envie de rajouter à la liste ce pauvre Jean-Paul Didier Laurent qui nous a quittés cette semaine. Il y a Jérémy Bracon aussi. Et donc, je vois surtout des hommes arriver. Et je suis moi-même originaire du Nord-Est. Et pourquoi tous ces hommes et pas de femmes? Non, mais il y a Isabelle Flatten aussi. Non, il y a quand même des gens du coin. Il y a aussi des autrices. Isabelle Flatten en est une notamment. Donc non, il y a d'autres personnes. Non, c'est assez amusant. C'est assez amusant effectivement de voir que j'étais assez. En plus, je suis en train de lire Mobilette en ce moment. Bon, je le recommande à tout le monde. Hein. C'est un livre aussi, hein. exceptionnel. C'est formidable. bon, après, on ne se ressemble pas du tout. Enfin, je veux dire, je pense qu'on n'a strictement rien à voir avec Frédéric. Bon, mais c'est comme ça, c'est très bien. Et donc, bon, après, je pense que c'est une région qui est inspirante, honnêtement, parce qu'elle est inspirante. Pourquoi? On parlait tout à l'heure des contrastes qui sont toujours très intéressants, justement, à écrire, les contrastes dans la vie des hommes, dans leur engagement, cette région Lorraine, bon, elle est tout en contraste, donc elle est forcément assez photogénique si on veut aller par là, quoi. C'est un terrain quand même, il y a de la matière, quoi. Il y a une certaine densité, il y a beaucoup de silence, donc ce sont des éléments qui peuvent être assez riches pour écrire un texte. Merci. Alors, pour terminer, parce que les enfants apparemment parlent quelquefois derrière certains, est-ce que vous pourriez nous parler du prochain roman, puisque les 2 autres sont en stand-by pour l'instant, mais nous donner quelques pistes sur le prochain, où en est-il? Est-ce que tout a déjà été fait? Puisque j'imagine que vous avez eu 2 années, voire plus, pour y travailler, puisque les 2 qui ont été publiés ont été envoyés ensemble et terminés ensemble. Comment se passe la suite pour vous? Bon, le prochain est écrit. Après, il doit être certainement réécrit, en tout cas pour sa fin. Mais bon, disons que
si vous voulez, il y a plus cette espèce d'angoisse de se dire, bon, est-ce que c'est une histoire que j'arriverai à terminer un jour? Bon, c'est une histoire en tout cas que j'ai terminée, que j'ai écrite. Bon, encore une fois, elle n'est pas finalisée, mais disons que c'est quand même très différent comme sentiment. C'est-à-dire que c'est plus vous vous dites, bon, il va falloir peut-être quelques semaines, mais vous savez que la fin est là. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a, vous en verrez le bout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et bon, c'est un roman qui va quand même reprendre beaucoup des deux autres, objectivement. C'est pas fait exprès, mais en l'occurrence, il y a quand même, bon, on va s'interroger à nouveau quand même sur la fidélité. On va s'interroger à nouveau sur l'engagement. Bon, en l'occurrence, là, on sera au sein d'un groupe d'amis, de 5 personnes, 5 amis, qui ont pris un drôle d'engagement. On comprendra dès la première scène ce qu'est cet engagement et pourquoi ils l'ont pris, en tout cas pour 2 d'entre eux. Et c'est un livre qui va interroger effectivement la fidélité à ça. Qu'est-ce qui peut faire que le groupe à un moment peut être fragilisé? Bon, donc on va un peu, enfin, je vais à nouveau revenir un peu sur ces terres-là, quoi. Mais bon, qui sortira, oui, qui sortira. ça, Est-ce que vous avez une date de sortira, parution? Pas encore. ça, il faut voir ça avec Pierre. Bon, mais a priori, il ne sort pas avant l'automne 2023. Donc, on a le temps. Parce que Pierre, il est ultra booké là, toute l'année 2022. Il a déjà son programme, tout ça. Donc non, il ne sortira pas avant 2023. Parfait, parfait. Ce qui laisse le temps à un Cyberlin de continuer sa route Ouais. et de vivre. C'est important. Ouais. Merci à tous. Merci Laurent. Il est temps de nous quitter. Merci infiniment pour votre présence et vos réponses, bien sûr, toujours éclairantes. Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Je rappelle que les rencontres sont disponibles sur YouTube et en podcast. Donc voilà. Merci infiniment à tous. Une très bonne soirée et à bientôt Laurent, peut-être pour le prochain. Ok, merci beaucoup à tous et à toutes. Au revoir tout le monde.